bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici en direct depuis les studios du Figaro pour ce Club Imo spécial présidentiel. Nous sommes à 5 jours du deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et à cette occasion, on reçoit ici, dans les studios télé du Figaro, deux représentants, deux porte-paroles spécialistes des questions relatives à la politique du logement et à l'immobilier. Avec eux, on va voir justement quelle politique du logement préconisent leurs candidats, faire le point sur les engagements et les grandes orientations, accession à la propriété, rapport locatif, fiscalité, construction. Les sujets sont évidemment très nombreux. Et alors, vous pouvez donc dès maintenant poser vos questions, si vous le souhaitez, sur le Facebook Live. Tout à l'heure, Ludovic Clérima, notre journaliste, viendra ici même nous rejoindre et poser différentes questions, relayer en tout cas vos questions. Michael Sala, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du collectif Croissance Bleu Marine, membre du comité stratégique de Marine Le Pen. Et Ulysse Brault, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des juristes et des étudiants en droit immobilier à Paris 2 Assas, membre du mouvement En Marche et conseiller logement auprès d'Emmanuel Macron. Alors, avant de démarrer, peut-être et d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande à tous les deux en guise d'introduction et en une minute d'expliquer un petit peu la philosophie de la politique du logement et de vos candidats respectifs. Ulysse Brault. Alors, la philosophie de la politique du logement d'Emmanuel Macron, elle repose sur le pragmatisme. Face à une crise du logement qui s'aggrave d'année en année et qui frappe l'ensemble des Français et l'ensemble du territoire, nous devons y apporter des solutions concrètes, efficaces et précises. Nos grands axes, qui n'emprunteront pas le chemin de la hausse de la pression fiscale sur les propriétaires, comme ça a pu être annoncé, comme on l'expliquera plus tard, passeront par, premièrement, un choc d'offres, parce qu'il est indispensable de construire massivement dans les zones de besoin, si on veut, puisque c'est la seule possibilité de baisser les prix et par ricochet les loyers. Ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, c'est accroître significativement l'offre de logement à destination des étudiants, des jeunes, des actifs en mobilité, puisqu'il est insupportable dans un pays traversé par le chômage de masse de voir des étudiants refuser une formation ou des demandeurs d'emploi refuser un emploi pour des problématiques et une difficulté à se loger. Enfin, le logement doit participer à la diminution de la fracture territoriale et donc la politique du logement doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire français. Je pense notamment aux régions plus rurales et périurbaines sur lesquelles un important plan de rénovation sera mis en place qui permettra à ces territoires de retrouver de l'attractivité puisque seule l'attractivité peut permettre à ces territoires de se développer, de se désenclaver. Donc cette politique du logement s'adressera à l'ensemble des Français, à l'ensemble des territoires et sera favorable et encouragera la relance du secteur d'activité. Le secteur d'activité de la création de logements est un puissant moteur économique puisqu'il est créateur de millions de logements, d'emplois non délocalisables. Voilà un petit peu l'esprit de la politique d'Emmanuel Macron. Michael Sala. Alors, moi je dirais que la politique en matière de logement de Marine Le Pen tient en 3 mots. Le premier serait équilibre, le deuxième serait patrimoine et le quatrième serait rénovation énergétique. Ça fait 4 mots, si vous me pardonnez. Équilibre des territoires. Alors, en effet, on a un marché de l'immobilier et un problème de logement majeur dans ce pays qui est dû en réalité à une tendance de fond qui est la métropolisation. La métropolisation qui veut que l'activité économique se concentre sur des grandes agglomérations et que, parallèlement, la ruralité et les plus petites communes de France se voient économiquement de plus en plus en difficulté. Ce n'est pas simplement un état de fait, ça a été encouragé par une forme de mondialisation dans sa forme la plus sauvage contre laquelle on entend protéger les Français avec une vision équilibrée de l'aménagement du territoire qui est notamment symbolisée par la volonté de Marine Le Pen de créer un grand ministère non seulement du logement mais également de l'aménagement du territoire et du transport. Donc décongestionner et créer de l'activité économique partout en France avec une vision de péréquation avec laquelle l'État français a rompu depuis longtemps, y compris sous le quinquennat Hollande-Macron. Ça, c'est une chose.
Par ailleurs, je dis patrimoine, Marine Le Pen a la volonté de permettre au plus grand nombre de Français d'accéder à la propriété. Pour des raisons à la fois de philosophie, parce que nous trouvons que devenir propriétaire de son logement, les Français y sont très attachés, c'est une forme de justice sociale également. C'est pourquoi nous favoriserons chaque année le fait que les locataires de logements sociaux puissent accéder à la propriété, ou au moins 1% d'entre eux. Voilà, donc une approche patrimoniale qui soit y compris socialement juste. Et ensuite, la rénovation énergétique, parce que eh bien, nous avons face à nous une transition énergétique qui sera à gérer. Et une grande partie des gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie vient du parc existant qui est inefficace énergétiquement. Nous allons en favoriser la rénovation de manière accélérée. D'accord, merci. On va démarrer par les rapports locatifs. Alors, les relations entre bailleurs et locataires, une mesure symbolique de la loi Allure, c'est l'encadrement des loyers, une mesure qui est effective à Paris, à Lille. Est-ce qu'il est possible de l'étendre? Il est prévu d'ailleurs de l'étendre dans les agglomérations franciliennes. Est-ce que vous souhaitez étendre l'encadrement des loyers, y mettre fin? Qu'en pensez-vous, Ulysse Brault, sur l'encadrement des loyers? Alors, l'encadrement des loyers, il est parti d'une intention généreuse qui était de dire dans les zones tendues, les loyers sont fous, sont très hauts, et il faut trouver un moyen de les faire baisser parce que le logement n'est plus abordable. Voilà. Bon, notre analyse de ce sujet-là, c'est que administrer les prix n'a jamais été la solution. Il y a des effets contre-productifs qui commencent à poindre, c'est-à-dire que si on regarde sur Paris, qui est un peu le laboratoire de l'encadrement des loyers, on a une diminution des mandats de gestion, donc ça veut dire qu'il y a un peu moins de biens sur le marché, et ce qui ne va pas dans le sens de positif pour la personne qui va chercher à se loger. Et puis il y a des propriétaires qui ne font moins de travaux puisqu'ils n'ont pas envie d'investir dans un bien qui est moins libre. Donc, notre vision, c'est qu'à ce stade, les effets sont plutôt contre-productifs. Maintenant, on souhaite, dès à présent, si Emmanuel Macron est élu, figer l'extension, c'est-à-dire laisser uniquement sur Paris, sur l'île, rapidement analyser et évaluer la politique publique, parce qu'il faut impérativement le faire, voir quels sont les effets, est-ce que les effets que l'on a commencé à voir sont bien avérés, et dans ce cas, prendre une décision définitive. Mais c'est deux temps. Premier temps, le diagnostic, c'est que c'est contre-productif. Deux, une évaluation de politique publique qui est indispensable. Trois, une décision définitive rapide. Donc pas d'extension dans un premier temps, du côté de Marine Le Pen. Alors, vous voyez, je trouve que l'encadrement des loyers, ça fait partie des marqueurs qui montrent à quel point le gouvernement Hollande-Macron a été un gouvernement profondément socialiste. C'est-à-dire que c'est une vision de l'économie qui est on administre, on force. C'est l'économie par la coercition. Eh bien, c'est absolument, le projet de Marine Le Pen s'inscrit aux antipodes de ça. Ça s'inscrit aux antipodes de ça, notamment par l'une des trois révolutions qu'elle veut mener, la révolution de la liberté. Eh bien, voyez-vous, nous avons la conviction que dans une France prospère, une France apaisée, l'État joue son rôle de stratège, il fixe le cap et le cadre, un cadre stable, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire une péréquation, un équilibre entre les territoires qui permettent de décongestionner. Et à l'intérieur de ce cadre et avec ce cap fixe, on laisse les acteurs du marché jouer leur rôle et la relation entre les bailleurs et les locataires s'établir d'une manière qui soit raisonnable et naturelle et non pas par la coercition. Encore une fois, on voit là tout l'esprit socialiste du projet de pas d'extension donc pas d'extension, absolument pas, et j'espère bien qu'on mettra un terme à ces pratiques en rééquilibrant l'offre et la demande. C'est surtout ça tous les deux sur l'investissement locatif Pinel. Il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui nous écoutent. Ça prend fin logiquement au 31 décembre 2017. Est-ce que, au moins, même si ça change de nom, le dispositif d'investissement locatif, le fait d'acheter un bien neuf pour le mettre en location, est-ce que c'est quelque chose que Emmanuel Macron et Marine Le Pen souhaitent poursuivre ou pas? Oui, on revient à l'essentiel puisque la problématique des rapports locatifs, c'est avant tout et principalement dans les zones tendues, le fait qu'il y ait un gros décalage entre l'offre et la demande. Beaucoup de gens cherchent à se loger, il y a peu de biens disponibles. Donc l'encadrement, c'était prendre le problème sans doute à l'envers. Ce qui est important, c'est de produire plus. Mais c'est ce que j'ai dit dans la première partie, mais il faut être calme dans les décisions qu'on prend sur les choses qu'on débranche ou qu'on maintient. Donc ce qu'il faut, c'est produire massivement des logements
locatifs, des logements pour que les investisseurs, en France, il y a un certain nombre de millions de bailleurs privés qui logent un certain nombre de personnes, puisque même si tout le monde peut aspirer à devenir propriétaire, c'est un état de fait qu'il y a encore de nombreux locataires dans le pays. Donc on poursuit le dispositif Pinel, puisque la priorité, c'est la relance de l'offre, et c'est sûrement pas de débrancher les dispositifs d'aide au secteur avant que le marché se soit repositionné et rééquilibré. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le cadre des rapports locatifs, on propose le bail mobilité professionnelle, qui est aussi parce qu'il y a construire, mais il y a aussi gérer le parc existant, pour produire un bail qui soit plus souple, entre 3 mois et 1 an, à destination des actifs en mobilité, pour que les propriétaires aient une option. Bon, si soit je garde mon bien quelques mois parce que je devais le vendre, ou parce que je reviens peut-être sur la ville, là, ils ont l'option de le louer courte durée pour un actif en mobilité professionnelle, et c'est une solution pour le locataire, l'actif en mobilité, qui va lui, étant en période d'essai, de CDI ou en stage ou en formation, va trouver un logement qui lui sera destiné. Voilà. Michael Sala, sur l'investissement locatif final, déjà pour revenir sur ce point, vous souhaitez poursuivre ce type de dispositif ? Oui. Marine Le Pen, sous son gouvernement, ce dispositif sera poursuivi. Ça pose une question un petit peu plus large, parce que notamment on a vu apparaître des projets immobiliers qui se construisaient un petit peu au milieu de nulle part, là où il n'y avait pas de demande pour des logements. Eh bien, ça nous ramène encore une fois à la vision de l'équilibre du territoire, y compris sur le plan économique, qu'il nous faut renforcer. Et ça nous amène aussi à un point majeur de cette élection, c'est le pouvoir d'achat des Français. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez construire des logements neufs, mais si les Français tirent le diable par la queue, comme c'est le cas après avoir subi 35 milliards de ponctions fiscales supplémentaires sous le gouvernement Macron-Hollande, vous pouvez construire ce que vous voulez, ce sera toujours trop cher, on ne pourra jamais s'en sortir parce que la pression fiscale est démente, parce que 7 millions de Français sont au chômage et 9 millions vivent sous le seuil de pauvreté, y compris des retraités trop souvent ou des jeunes gens. C'est pourquoi nous augmenterons le minimum vieillesse à 1 000 € pour le porter au-dessus du seuil de pauvreté. C'est pourquoi nous augmenterons de manière très significative, de 25%, l'aide au logement pour les jeunes gens. Vous voyez, c'est un problème global. On ne peut pas juste traiter le problème immobilier, il faut aussi traiter le pouvoir d'achat des Français qui a été complètement effondré par les 5 années de socialisme Fillon, Macron-Hollande qu'on a subi. Je voudrais juste faire une remarque sur l'augmentation des APL de 25% pour les jeunes en dessous de 27 ans. On est d'accord, on se situe dans un cadre qui est le vôtre, donc un cadre sans encadrement des loyers, où l'APL est finalement une aide directement fléchée vers le logement. Ça veut dire que les bailleurs vont calquer le prix du loyer en fonction de la solvabilité du jeune, et sa solvabilité, c'est l'APL. Donc finalement, on va avoir une inflation des loyers, ce sera de l'argent public mal dépensé. C'est pour ça que nous, plutôt que cette mesure qui s'évalue à 800 millions d'euros... Vous considérez que les bailleurs sont, comment dirais-je, mus par la cupidité et l'appât du gain? Pas du tout. Moi, je crois que la majorité... Ce sont les faits. Moi, je vais vous dire, je crois que les bailleurs sont des Français et les Français ont à cœur que leur pays fonctionne. Et aujourd'hui, le pays dysfonctionne à plein tube et les bailleurs, qui sont des Français comme les autres, ont la solidarité au cœur et ils ne vont pas parce qu'ils ont tous des fils, des filles, des petits-fils, des petites-filles qui ont du mal à trouver un logement. Eh bien moi, je suis sûr qu'une écrasante majorité des bailleurs ne tireront pas avantage cyniquement pour augmenter les loyers. J'en suis certain. Vous voyez, c'est deux conceptions de la France et des Français. La nôtre, c'est que les Français sont des gens qui sont solidaires. Les Français, nous sommes un peuple solidaire. D'ailleurs, vous avez la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est liberté, ça se passe pas comme ça. Fraternité. Ça se passe pas comme ça. Eh bien, vous voyez, là, on voit l'opposition frontale entre le candidat que vous défendez et le mien, parce que vous dites que la fraternité est incantatoire. Je dis que la fraternité est une valeur cardinale de la République et que dans leur majorité, les Français ont ça au cœur. Comme le disait Saint-Exupéry, la fraternité, c'est le don commun à quelque chose de plus grand que soi, et le plus grand que nous, y compris quand on est propriétaire, eh bien, c'est la France, cher monsieur. Voilà pourquoi ça va se passer très bien, vous allez voir. Voilà. Deuxième thème, la fiscalité. Est-ce que le logement est trop taxé? Que comptez-vous faire? Taxe d'habitation, taxe foncière, voire ISF? Quelles sont les préconisations à la fois d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Ulysse Brault. Alors, pour commencer,
la thématique du loyer fictif, c'est-à-dire du propriétaire qui aurait fini de payer son bien et on viendrait imposer son loyer fictif, on ne l'a jamais évoqué, c'est complètement hors sujet, donc c'est pour préciser les choses. Au niveau de la fiscalité, il n'y aura pas de hausse de la fiscalité sur les propriétaires. On a deux mesures qui sont la taxe d'habitation, parce qu'il y a des propriétaires qui sont, il y a des propriétaires occupants, puis il y a des propriétaires bailleurs. Donc la taxe d'habitation sera supprimée pour 4 Français sur 5. On restera que le 1 Français sur 5 le plus aisé, c'est-à-dire un ménage avec 2 enfants qui a plus de 5 000 € imposables par mois. Donc ça, c'est une mesure pour le pouvoir d'achat. À rembourser les collectivités du manque à gagner. C'est l'État. On sanctuarisera les finances publiques des collectivités locales et c'est l'État qui contribuera à cette part-là. C'est notre choix. On a choisi parce qu'on trouvait que c'était un impôt injuste qui frappait principalement en plus la France un petit peu périphérique. Quand vous payez 500 € à Paris pour le même logement, vous payez 1 400 € à Argenteuil et 1 200 € à Limoges en taxe d'habitation. Ensuite, sur la fiscalité, l'ISF, ce n'est pas un nouvel impôt sur l'immobilier. Oui, parce que l'ISF devient un nouvel impôt sur la richesse immobilière. Certes, l'ISF n'aura plus dans son assiette les valeurs mobilières. Un certain nombre de personnes qui étaient assujetties à l'ISF parce qu'ils avaient de l'immobilier, un peu d'actions, n'y seront plus. Un certain nombre de personnes y resteront, mais aucune personne qui n'y était pas avant n'y sera après. Donc il ne s'agit pas d'un nouvel impôt. Simplement, il y aura moins d'assujettis à l'ISF, puisque l'ISF ne portera plus que sur le patrimoine immobilier, avec les mêmes effets de seuil, de taux, d'abattement. Voilà. D'accord. Sur l'aspect fiscalité. Alors moi, je vais vous dire, à écouter monsieur, je dis il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que, ou alors comme disait Michel Audiard dans un film célèbre, un barbu c'est un barbu, 2 barbus c'est des barbouzes. Et quand je vois un ISF qui favorise les patrimoines financiers, vous savez que sous M. Macron, quelqu'un qui serait un patron du CAC avec 15 millions € d'actions verrait son ISF divisé par 4. Pendant que les petits retraités français pour 60%, d'après M. Pisani-Ferry qui est un des concepteurs du programme économique de M. Macron, eh bien, verrait son pouvoir d'achat amputé de 60 € par mois. Donc là, il y a quelque chose, c'est-à-dire que... Les propositions non, attendez. On voit, monsieur nous dit, alors le loyer fictif, on n'en a jamais parlé. Ben, écoutez, en même temps, quand on regarde, le bruit circule qu'on veut taxer les propriétaires qui ont fini de payer leur emprunt, et si on ne l'appelle pas comme ça, on va leur augmenter finalement leur ISF en sortant le patrimoine, en sortant les actifs financiers. Ça n'a rien à voir. Donc il y a un truc pas clair. Malgré ce que vous dites, il y a un truc pas clair. En revanche, pour nous, c'est très simple. Alors la taxe d'habitation, on la baisse aussi pour les loyers les plus modestes, en effet. Alors, il est question de geler les hausses et de faire baisser pour les loyers, pour les gens les plus modestes. Parfait, vous avez bien lu le programme, je vous en remercie. En revanche, il y a une chose que nous faisons, parce qu'encore une fois, je vous parlais d'un programme, une vision de l'immobilier qui est à la fois équilibrée et patrimoniale. Eh bien, pour fluidifier le marché de l'immobilier et permettre, encore une fois, au plus grand nombre de Français d'accéder à la propriété, nous baissons les droits de mutation de 10%, c'est-à-dire les frais de notaire. Avec nous, les frais de notaire seront baissés de 10%. Ça aura des conséquences absolument favorables et immédiates, parce que souvent, vous savez ce que c'est, on essaye de boucler le montant de son acquisition, et puis la banque vous dit, ah, oui, mais il faut quand même apporter en cash les frais de notaire. Eh bien, beaucoup de Français n'ont pas les moyens de ça. Eh bien, grâce à cette baisse de 10%, nous allons favoriser considérablement l'accès à la propriété pour un grand nombre de Français. Et puis, je vous disais en début de cette discussion, 1% du parc de logement social qui sera acquis par ces locataires chaque année grâce à des dispositifs, encore une fois, d'aide et d'incitation. Alors justement, sur cet aspect de l'accession à la propriété, c'est le troisième thème. Comment rendre en fait le logement plus abordable? Comment permettre aux plus jeunes d'accéder à la propriété? Quelles sont vos propositions du côté d'Emmanuel Macron? Voilà. Sur le logement jeune, parce que le logement jeune c'est fondamental et c'est d'ailleurs eux qu'on retrouve actifs en mobilité ou en situation les plus difficiles dans les zones tendues. Donc on veut créer 80 000 logements jeunes, ce sera 60 000 logements étudiants gérés type Crous et puis 20 000 logements supplémentaires type jeunes travailleurs, jeunes actifs. Ça, c'est de la construction. Et puis, sur le patrimoine existant des bailleurs sociaux, on veut que 30 000 logements des bailleurs sociaux soient fléchés vers les jeunes avec un bail non renouvelable, une formule un petit peu plus souple, pour massivement offrir des solutions aux jeunes pour le logement. C'est pour ça qu'on préfère, nous, utiliser les fonds de l'État pour pousser une solution pérenne et durable au logement des jeunes, par rapport à une revalorisation des APL qui a un effet inflationniste et qui est donc de l'argent qui va être
dépensés avec des effets qui ne seront pas durables. Voilà. Michael Sala, sur l'accession à la propriété, notamment, est-ce que vous souhaitez poursuivre le prêt à taux zéro? Alors, le prêt à taux zéro a fait les preuves qu'il fonctionnait plutôt pas mal. Alors, sur l'accès à la propriété, c'est un fait, mais également sur la rénovation du parc existant, et notamment la rénovation énergétique du parc existant. Donc, l'esprit du prêt à taux zéro, oui, c'est quelque chose que nous poursuivrons et certainement que nous développerons. Sur l'accès à la propriété, je vous ai déjà répondu, en partie avec la réduction des frais de notaire et le fait que 1% du parc de logements sociaux sera cédé à ses locataires chaque année avec des dispositifs d'aide au financement. Donc oui, bien sûr, nous favoriserons par un certain nombre de mesures l'accès à la propriété parce que c'est l'esprit du programme, de faire en sorte que le plus grand nombre possible de Français puissent devenir propriétaires de leur logement. Ils y sont très attachés, les Français, à la propriété de leur logement. Et puis par ailleurs, ça a des effets vertueux sur l'économie du bâtiment, l'économie de la rénovation, et sur l'entretien et le bien-vivre dans le logement. Les Français subissent beaucoup un pourrissement de leurs conditions de vie du fait des incivilités. Eh bien, le fait d'être propriétaire de son logement, quel qu'en soit le standing, ça favorise le retour au projet de Marine Le Pen, c'est-à-dire une France apaisée. Juste une précision, les bailleurs sociaux, depuis quelques années, ont enclenché ce dispositif pour essayer de céder 1% de leur parc, pour retrouver leurs fonds propres, pouvoir redévelopper des opérations. D'ailleurs, SNI souhaite, en vendant une partie de ce patrimoine, investir plus massivement dans le logement intermédiaire, puisqu'il faut trouver une passerelle entre le logement social et le logement libre pour pouvoir créer de la fluidité dans le parc. Donc évidemment, on est aussi, mais les bailleurs sociaux le sont déjà, dans une dynamique de cession d'une partie de leur parc, mais il faut qu'ils décident de céder dans des copropriétés où les gens sont susceptibles d'avoir envie d'acheter, puisqu'il y a déjà eu des exemples malheureux. Donc il faut aussi faire attention à ne pas céder n'importe où et n'importe quoi. Vous savez, envie d'acheter, moi je pense que les Français qui auraient les moyens achètent, parce qu'ils sont très attachés à la propriété de leur logement. Et la raison pour laquelle les Français n'achètent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus d'être fiscalisés, surfiscalisés, de ne pas avoir de boulot. Leur pouvoir d'achat a été absolument effondré par les 5 années qui viennent de s'écouler. C'est pour ça, en partie, qu'ils n'ont plus les moyens de rien en matière immobilier, ni en matière de grand-chose d'ailleurs. Et la principale priorité de Marine Le Pen, c'est de faire renouer ce pays enfin avec la prospérité et de faire en sorte que les Français retrouvent du pouvoir d'achat, ce qui va favoriser le secteur de l'immobilier, comme tous les secteurs d'ailleurs. Alors, sur le secteur de l'immobilier, c'est le 4e thème, c'est la construction. Alors, comment construire mieux, moins cher, et là où sont véritablement les besoins? Ulysse Brault. Alors, faire un choc d'offres, c'est notre mesure principale, puisqu'il faut construire là où les besoins sont les plus importants. Or, si on regarde la carte de France, en moyenne, il y a 5,4 logements pour 1000 habitants construits par an. Et dans les zones tendues comme l'Île-de-France, où on est à 3 au lieu de 5,4 la moyenne nationale, en PACA, on est un petit peu en dessous de 5. Donc finalement, on construit pas suffisamment, on construit moins là où les besoins sont les plus grands. Donc notre choc d'offres, c'est délimiter des périmètres en Île-de-France, en PACA, à la frontière suisse. Pas d'engagement quantitatif de 500 000 logements par an, ce serait plutôt ciblé. C'est important ces dispositifs type OIN pour aller dans des régions qui manquent de courage politique, bâtir plus, construire plus et faire baisser les prix. Parce que si en Île-de-France, et l'exercice se fait sur certaines communes, vous construisez massivement, les prix baissent et par ricochet, les loyers aussi. Donc, c'est fondamental. Ça, c'est le dispositif qu'on souhaite établir dans les zones tendues et c'est opérationnel, on sait faire, c'est rapide, concret et ça se fait sur un quinquennat. Michael Sala, sur l'aspect construction. Oui, sur l'aspect construction, aujourd'hui, la réglementation et les normes en matière de construction et d'urbanisme sont extrêmement contraignantes. Ça génère un surcoût dans la construction qui est très significatif et donc un surcoût du logement en bout de course pour celui qui va essayer de l'acquérir ou qui va même le louer. Mais je crois que vous êtes d'accord tous les deux de simplifier les normes. Donc c'est absolument. Lesquelles vous simplifieriez? Vous avez 3-4 heures devant vous? Bon, on va en parler. Non, parce que j'ai jamais entendu un exemple concret. Les règles handicapées. Donnez-moi 5 jours. On termine. Donc bref, tout ça pour vous dire que, encore une fois, cette inflation de la réglementation, souvent, on peut imaginer que c'est pour servir un but vertueux. Vous prenez réglementation thermique, certes c'est très compliqué, ça génère des surcoûts, mais c'est pour créer des bâtiments avec une certaine efficacité énergétique, bien sûr. C'est pas le but.
c'est pas l'ambition qui est à remettre en question, c'est la surinflation réglementaire. Et notamment, je vais vous dire une chose, je voyais dans le programme de M. Macron qu'il souhaitait attribuer les permis de construire, les retirer aux maires et les mettre aux intercommunalités. Eh bien nous, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vous parlais de 3 révolutions que Marine Le Pen va mener, la liberté, le patriotisme et la proximité. Autrement dit, on supprime l'échelon, le conseil régional, et on supprime la communauté d'agglo, qui sont des échelons qui ont généré des surcoûts administratifs, qu'on paye quelque part, de l'opacité, de l'immobilisme, parce qu'on ne sait plus qui prend les décisions. Donc nos projets, là encore une fois, s'opposent d'une manière frontale. Nous sommes pour donner au maire vraiment toute l'attitude, parce que qui mieux que le maire connaît les problèmes dans sa commune. Et je vais vous dire une autre chose. Quand le dimanche vous allez chercher votre pain à la boulangerie, vous croisez le maire et vous lui dites écoute, là vraiment ça va pas. Est-ce que je vous mets au défi de citer comment dirais-je, un conseiller d'agglo ou un conseiller régional que vous croisez le matin en allant chercher votre pain? Ça n'existe pas. Donc nous c'est la proximité et nous faisons pleine confiance au maire pour pouvoir prendre des décisions en matière de construction sur sa commune. C'est la base de la révolution de la proximité qu'on entend mener. Un correctif. Oui. On n'a jamais dit qu'on allait retirer le pouvoir des permis de construire aux maires sur l'ensemble de la France. Dans certaines zones, avec des opérations d'intérêt national, comme ça a déjà existé, on va se saisir de la construction sur ces sites-là et effectivement dépasser un peu les frilosités de politique locale qui existent. Ah, et nous, voilà. Donc vous déshabillez certains maires de leurs prérogatives, mais pas tous. Bon, voilà. Quand les choses marchent mal, on ne construit pas assez en zone tendue, il faut forcément trouver des solutions. Si on est uniquement dans l'incantatoire, les maires font bien leur métier, tout va bien, ça fonctionnera pas. Le socialisme, c'est quoi? C'est forcer les gens. Eh bien, nous avons à cœur la liberté. Encore une fois, la devise française, c'est pas coercition, socialisme, on n'est pas là pour coercition, ça, égalité, fraternité. Nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, forcer les gens, c'est pas dans notre logiciel. Bon, j'ai déjà lu ça. Juste après, là, on va passer aux questions des internautes avec Ludovic Clérima qui va venir nous rejoindre. Sur la loi SRU, maintien, poursuite, loi SRU. La loi SRU, elle a permis d'embarquer des milliers de logements sociaux dans la construction de la promotion privée. Si on fait presque 130 000 logements sociaux en France par an et on a besoin de logements sociaux, il faut en vendre certains, mais on a besoin d'en construire d'autres et aux bons endroits, dans les zones de besoin, puisqu'il y a des endroits où il y a de la vacance, dans le parc HLM. Donc cette loi SRU, pour ce qui est de son obligation de 25% de logements sociaux par immeuble construit, on la maintient. Voilà. D'accord. Eh bien, ça me donne l'occasion de parler d'une mesure qui est très importante, y compris sur le plan symbolique, c'est que nous réserverons la priorité, et non pas la préférence, comme c'est souvent caricaturé, la priorité aux Français dans l'accession au logement social. D'accord? Aux Français, c'est-à-dire les personnes qui ont la nationalité française. C'est ce qu'on appelle d'instaurer les quotas ou Non, simplement, on donne la priorité aux citoyens français dans l'accession au logement social parce que nous considérons que être français comporte beaucoup de devoirs, mais également il est légitime que être français emporte certains droits et nous entendons appliquer c'est le fait. Vous considérez que les conditions d'attribution, il n'y a pas suffisamment de transparence, qu'il faudrait remettre tout cela en cause? Non, très simplement, je vous dis, on appliquera et on l'inscrira dans la Constitution par référendum, parce qu'avec nous, ce sont encore une fois les Français qui décideront de beaucoup de choses, et de tout, pratiquement, par le truchement de leur président de la République. Eh bien, nous inscrirons la priorité nationale dans l'accession aux logements sociaux. Lisbonne, dernière réaction. Oui, nous on pense que dire que les logements sociaux sont massivement occupés par des étrangers, c'est faux. C'est pas ce que j'ai 83%. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on donnera la priorité sans rétroactivité dans l'accession au logement social pour les Français, les citoyens français. 83% des occupants des logements sociaux en France sont français. Les autres qui sont des occupants en situation régulière, puisque c'est vérifié dans 100% des cas au moment de l'attribution du logement. Donc nous, on pense que, en dehors du fait que cette mesure, elle nous paraisse sous le coup du code pénal et les discriminations, que ce soit pour la santé, le handicap, le sexe, pour la discrimination contre les Français, c'est différent. Dernier point, on pense que ça n'a jamais été une solution de serrer le tuyau au départ, mais c'est plutôt de produire plus de logements sociaux et de fluidifier le parc, produire du logement intermédiaire, créer de la mobilité. Voilà. C'est une fausse solution pour nous. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux. C'est la fin de cette première partie. Ludovic Clérima, journaliste à Explorez-vous, nous a rejoint. Bonjour Olivier.
Olivier. Alors, quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a des questions qui se dégagent? Écoutez, on a pas mal de questions qui viennent, donc je vais vous demander du coup d'être concis. Premièrement, il y a Aline qui se demande si vos candidats comptent continuer les dispositifs d'investissement locatif type Pinel ou Robien. C'est dit, oui. C'est dit, On y a répondu. Oui, très bien. Mickaël voudrait savoir ce que vous comptez faire pour les sans domicile fixe. Alors, c'est une excellente question. Il ne vous a pas échappé, il n'a certainement pas échappé à mon homonyme, Mickaël, que nous avons un problème majeur et qu'aujourd'hui, Madame Merkel a accepté d'accueillir dans son pays 1 500 000 migrants. Elle a perdu la trace de 500 000 de ces migrants. D'accord ? Une partie significative de ces migrants sont venus en France, puisqu'il n'y a plus de frontières entre l'Allemagne et la France, et se voient attribuer des logements d'urgence, ce qui est sur un plan humanitaire tout à fait louable, alors que nous avons des centaines de milliers de sans domicile fixe dans notre pays, qui sont des Français qui n'ont rien demandé, qui se trouvent à la rue. Eh bien ça, il nous paraît que ça n'est pas très juste, et qu'il est probable que la question de ce flux migratoire doit être traitée plus proche des zones de conflit, de manière à ce qu'on puisse accorder dans notre pays, la France, en priorité, l'hébergement d'urgence aux sans domicile fixe français. Donc, concrètement, qu'est-ce qui sera fait si demain Marine Le Pen arrive au pouvoir? Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour les sans domicile fixe? Eh bien, nous veillerons à ce qu'ils puissent bénéficier des hébergements d'urgence de manière plus significative que c'est le cas aujourd'hui, car on voit bien qu'il y a une injustice qui leur est faite à cet égard, je crois. Alors, nous, il y a 2 points. Donc, il y a de l'ordre de 150 000 SDF en France, ce qui est dramatique dans un pays développé. Premier point, on crée la domiciliation pour que les SDF puissent avoir une domiciliation en modifiant la mission de service public de la Poste et qu'elle soit, elle, la garante de cette domiciliation. Donc ils sont à la rue, mais on peut leur envoyer leur avis d'imposition. Mais qui puissent avoir accès aux minima sociaux. C'est le minimum des choses. Deuxièmement, c'est aller construire 10 000 pensions de familles supplémentaires qui sont, ça fonctionne très bien, c'est piloté par des associations, c'est pour les SDF qui le souhaiteraient, c'est pas obligatoirement de la construction, il peut y avoir de la rénovation, ça peut aller plus vite, mais en tout cas, il faut bien agir pour sortir de cette situation, et donc 10 000 places supplémentaires dans laquelle on accueillera les SDF qui décident et qui acceptent d'aller vivre dans ce type d'hébergement. Très bien. Autre question de Maxime, mais également de Jérémy. Que prévoient vos candidats pour les petits propriétaires, notamment les propriétaires qui louent leur logement, qui mettent du coup des logements sur le marché? Monsieur Salah. Vous voulez dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains se sont sentis un peu maltraités par une trop grande fiscalité sur ce quinquennat. Est-ce que ce sera également le cas? Alors oui, non, surtout pas. Nous allons rendre aux Français leur argent. Autrement dit, avec nous, non seulement il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité, mais il y aura une diminution de la fiscalité. Je l'ai dit pour les droits de succession, alors les frais de notaire, ces frais de notaire vont baisser de 10%. La taxe d'habitation va baisser pour les plus modestes. Et surtout, nous allons baisser de 10% l'impôt sur le revenu sur toutes les tranches sauf la plus élevée, 10%. C'est-à-dire qu'on va rendre aux Français 2 mois d'impôt, à pratiquement tous les Français. Donc propriétaires ou pas. Voilà, c'est une philosophie d'ensemble qui est nous rendrons aux Français leur argent de manière à faire redémarrer l'économie française qui en a bien besoin. Oui. Pour les petits propriétaires bailleurs qui sont courageux puisqu'ils prennent le risque d'emprunter pour acheter un appartement et souvent pour financer, pour avoir un complément de retraite, ce qu'on leur dit c'est qu'il n'y aura pas de pression fiscale supplémentaire sur eux. Sauf la CSG. Je réponds Donc il y aura pression fiscale supplémentaire. Il n'y aura pas de pression fiscale immobilière supplémentaire pour ces petits propriétaires. Et on leur donnera des dispositifs un peu plus souples pour pouvoir louer leurs biens, comme ça a été évoqué avec le bail mobilité professionnelle, pour essayer de réduire au maximum les vacances qui sont finalement toujours l'ennemi du propriétaire bailleur, puisque quand il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de loyer. Donc pas de fiscalité supplémentaire, sauf la CSG. Autre question. Une dernière question du coup qui s'adresse un peu plus particulièrement à Monsieur Brault. Il y a Nina qui trouve le bilan d'Emmanuel Macron du temps où il était ministre de l'économie très mitigé. Elle voudrait savoir quelle était sa prise de participation à la politique du logement. Est-ce qu'il a influencé la politique du logement durant son passage au gouvernement de Monsieur Hollande?
ça n'a pas été un acteur de la politique du logement du gouvernement Hollande. C'est d'ailleurs pour ça que... Il y a la loi Macron qui a... Oui, mais qui a touché en parallèle. Mais son discours, c'est de dire que le quinquennat Hollande, il a été raté sur le schéma, sur sa partie politique du logement. Pourquoi? Parce que la première moitié du quinquennat a perdu la confiance des investisseurs. Sans confiance, pas d'investissement. Et donc, ça a retardé le mouvement de reprise, qui a été une reprise en fin de mandat. Donc, il a en tout cas pris note des erreurs qui ont été faites par le gouvernement précédent. Lui n'était pas aux affaires sur la politique du logement. Donc ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on propose, ce qu'il y a dans le programme. C'est pragmatique, une solution pour chaque Français et pas de partie du territoire oublié. Voilà. Mais attendez, c'est un gag, parce que pendant la première partie du quinquennat Hollande, il faisait quoi Macron? Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est-à-dire qu'il était le principal inspirateur du programme économique de François Hollande. Et on voudrait nous faire dire qu'il n'a pas été impliqué. Attendez, sous son mandat de ministre de l'économie, c'est 400 000 chômeurs de plus. 1 200 000 chômeurs sous Hollande, c'est-à-dire un chômeur de plus toutes les 30 secondes. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron. Il n'était pas à la place de Madame Duflot. Voilà. Bon, on vous remercie infiniment à tous les deux. Vous allez avoir droit à une petite conclusion au terme de cette émission. Merci Ludovic, merci pour les relais, merci aux internautes. Ulysse Brault, en conclusion. Alors, en conclusion, en plus des mesures qu'on a déjà évoquées, notre effort sera porté sur la rénovation de l'existant, notamment sur toute la France hors métropole, pour permettre au territoire de retrouver de l'attractivité, puisqu'on aura un dispositif avec un audit gratuit pour l'ensemble des propriétaires pour voir ce qui ne va pas dans leurs biens. On aura un fonds qui financera les travaux de rénovation énergétique des plus modestes. Ce fonds se récupérera se remboursera au moment de la revente ou d'une succession, donc c'est une avance de fonds. Sur le CITE qui marchait moyennement puisque c'était un crédit d'impôt, on va là passer à subvention pour que les plus modestes qui n'aient pas de trésorerie puissent faire leurs travaux. Et ça, c'est vraiment une mesure importante, puisque dans ces territoires-là, il faut pouvoir être mobile. Et si votre bien, c'est une passoire énergétique et que vous ne trouvez pas de locataire, vous n'arrivez pas à le vendre, et que vous décidez d'aller chercher du travail ailleurs, puisque ce n'est pas l'État qui décide d'aller construire des usines ou des entreprises dans tel ou tel lieu de France, nous, on veut aider ces territoires à retrouver leur attractivité. Ça, c'est très important. Ouais. D'autre part, on parle depuis tout à l'heure de relancer la construction pour faire baisser les loyers, parce que les Français désirent devenir propriétaires. On pense que nous, une sortie de l'Europe fera monter les taux d'intérêt, ça désolvabilisera les acquéreurs potentiels, et donc en cascade, ce sera un frein, une pénurie et une crise du logement renforcée. Voilà. Et donc, ce qu'on veut bien dire, c'est qu'Emmanuel Macron, dans son programme, a fait un programme équilibré où on vise des SDF, on en a parlé tout à l'heure, aux jeunes, aux logements sociaux, aux accédants à la propriété, aux zones tendues. Donc ça, c'est le volet social. Et il n'oublie pas le volet économique. Pas d'impôts nouveaux, le retour de la confiance avec les investisseurs pour que l'on puisse construire massivement. Le secteur du logement est un secteur économique puissant. C'est des millions d'emplois non délocalisables à la clé. Donc il sera absolument attentif sur le fait que ce quinquennat soit un quinquennat réussi. Merci Ulysse Brault. Mickaël Sala, le tirage au sort préalable vous a désigné pour la conclusion. Alors, c'est très simple. Le projet de Marine Le Pen consiste à permettre aux Français de vivre en paix. De vivre en paix chez eux, dans un logement, une maison, un appartement qu'ils auront pu acquérir pour un grand nombre d'entre eux, mais surtout de pouvoir en jouir paisiblement, car aujourd'hui, les Français n'ont pas les moyens de bien se loger, pour cause d'un pouvoir d'achat qui a été absolument laminé par les 5 années d'enfer socialiste Macron-Hollande qu'on a vécu, qui a vu leur fiscalité les écraser. Les Français ont du mal à trouver du travail. Ils sont obligés de se précipiter dans les grandes villes pour essayer de trouver du travail. La ruralité est désertifiée. Voilà, donc le projet de Marine Le Pen, c'est rendre aux Français leur argent de manière à ce qu'ils puissent se loger décemment, devenir propriétaires de leur logement et surtout en jouir tranquille. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les incivilités, l'insécurité qui pourrit le quotidien des Français. Eh bien, avec les mesures que Marine Le Pen entend prendre, la France deviendra de nouveau un pays apaisé où il fera bon vivre. Merci Mickaël Sala, merci Ulysse Brault. Merci à vous. Ludovic, merci. Merci à tous. Rendez-vous donc pour le grand débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce sera demain soir. Rendez-vous évidemment dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et